Bonjour à tous, bienvenue donc sur ce webinaire qui a pour objectif de faire une revue de la technologie de génotypage par séquençage DeepCheck. Je tiens déjà à rappeler que ce webinaire est enregistré et qu'il sera diffusé ultérieurement, notamment sur le site web d'ABL. Donc la présentation sera organisée de la manière suivante. On va déjà commencer par vous faire une petite introduction des kits et des logiciels DeepCheck. Ensuite, nous aurons le docteur Camille Velas qui vous fera une présentation d'une comparaison de méthodes qui a été réalisée en NGS, comparer NGS short read versus long read pour la détermination des résistances au traitement du VIH. Et ensuite, dans un deuxième temps, le docteur Julia Dina vous partagera un petit peu son expérience dans le cadre de l'implémentation de cette technologie NGS, toujours pour la résistance au VIH, mais cette fois-ci vraiment dans un contexte de diagnostic de routine au CHU de Caen. Et on finira la présentation par une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat euh, de Teams pour pouvoir poser vos questions et on s'efforcera d'y répondre au mieux à la fin du webinaire et potentiellement aussi ultérieurement si besoin. Donc, je vais commencer de mon côté par vous présenter vraiment d'un point de vue assez général la technologie DeepCheck. Donc, n'hésitez pas à tout moment, bien sûr, ultérieurement à aller sur notre site web, abldiagnostics.com, où vous pourrez vraiment avoir un détail, des précisions par rapport à chacun des produits. Voilà, n'hésitez pas à le consulter. Donc, vous avez sur cette slide en fait une présentation générale d'un workflow type pour cette technologie DeepCheck, donc qui, je le rappelle, est utilisée pour faire du génotypage par séquençage. Donc, les différentes étapes sont les suivantes. On va d'abord faire le recueil d'échantillons, la partie extraction d'ADN ou d'ARN en fonction des virus ciblés, l'amplification, le séquençage et à la fin du workflow, la partie analyse de données via une plateforme logicielle. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que cette plateforme est une plateforme ouverte, dans le sens où on essaye vraiment de s'adapter à la configuration de chacun des laboratoires. Certains laboratoires, par exemple, ont déjà implémenté des systèmes d'extraction, que ce soit avec des méthodes manuelles ou automatiques. Donc, on essaie vraiment d'adapter les différents produits à l'environnement du laboratoire. Ce qui est vraiment le cœur de la techno DeepCheck, ça va vraiment être la partie amplification. Vous avez d'un côté des kits qui vont permettre l'amplification des gènes ciblés et relevant pour faire du génotypage par séquençage. On peut aussi mettre à disposition des thermocycleurs si besoin, mais c'est vraiment le kit. Donc le kit est c'est un format, il est fourni sous format tube, en général pour 24 tests, et vous pouvez donc l'utiliser pour faire des séries de 1 à 24 tests. Et donc à partir du même kit d'amplification, les laboratoires ont la possibilité soit ensuite de réaliser du séquençage NGS. Donc dans ce contexte-là, nos solutions sont validées sur l'ensemble des plateformes Illumina. Donc ça peut être le iSeq100, le MiniSeq, le MiSeq, le MiSeq DX, voire le NextSeq. Donc c'est en général les plateformes qui sont utilisées par les laboratoires de virologie. Dans ce cas-là, donc outre la PCR, on fournit aussi des kits de préparation de librairie. On a différents formats avec 24, 48, 96 ou 384 index. On essaie vraiment de s'adapter à la configuration de chaque labo. Donc ça, c'est pour la partie NGS, donc Illumina, mais ça peut être aussi, c'est validé aussi sur les séquenceurs Thermo Fisher type PGM S5. Et on a des validations en cours sur d'autres plateformes comme MGI ou Oxford Nanopore également. Donc on essaye vraiment de faire en sorte que l'entièreté du workflow puisse s'adapter à différents types de configurations. Pour le séquençage capillaire Sanger, donc on a, comme je vais vous montrer, on a certains kits qui sont aussi validés pour du séquençage capillaire. Et donc dans ce cas-là, on part toujours du même kit de PCR.
mais on va faire du séquençage Sanger et on a aussi des kits de séquençage qui contiennent tous les réactifs, l'équivalent des big dyes en fait, pour faire la partie séquençage Sanger. À la fin du workflow, c'est un point évidemment important. Pour le génotypage par séquençage, on a besoin d'avoir des logiciels d'analyse. Donc, on met à disposition des logiciels qui permettent vraiment de partir des données brutes de séquençage et d'aboutir à ce type de rapport, hein, de rapports, différents types de rapports, mais ça c'est juste un exemple où on va essayer d'agréger dans des rapports très simples en PDF les informations principales pour l'application choisie. Tout ce workflow-là peut être aussi automatisé. En fait, cette technologie a vraiment vocation à être utilisée plus pour de la routine. Donc, dans ce cas-là, on peut automatiser non seulement certaines étapes au niveau laboratoire, avec des robots de pipetage, par exemple. Donc ça peut être intéressant, notamment pour les étapes de préparation de librairie qui sont un petit peu plus complexes. Mais on peut aussi automatiser tout ce qui est informatique, l'intégration des données avec le SIL local, l'automatisation des analyses, l'intégration avec le séquenceur, ça fait partie aussi des services que l'on peut proposer. Donc, un point important sur cette techno DeepCheck, quand vous réalisez du séquençage NGS, on a la capacité de faire ce que nous on appelle du pooling ou du multiplexing. Ça va être en fait la possibilité de mettre dans un même run de séquençage différents types d'échantillons. Par exemple, là, c'est juste un exemple, hein, avec un run qui contiendrait 5 échantillons HIV, 2 échantillons SARS-CoV-2, 2 échantillons tuberculose, etc. Ça permet de mettre la technologie à disposition des laboratoires qui n'ont pas forcément, je dirais, une grosse volumétrie, par exemple, sur un paramètre donné. Le fait qu'on puisse combiner différents types d'échantillons dans le même run, ça va optimiser évidemment la partie coût des réactifs de séquençage, mais aussi après, ça donne beaucoup d'efficacité aussi en termes de temps de rendu de résultats. On n'a pas à attendre d'agréger un nombre suffisant d'échantillons HIV, par exemple, pour pouvoir lancer un run et donc pour pouvoir rendre des résultats. Et donc cette faculté de faire du pooling a été validée sur l'ensemble des applications qu'on met à disposition et que je vous présenterai dans une slide suivante. Ok, donc ça c'est une représentation très générale de l'analyse de données faite par nos logiciels. Donc, ce qui est important de comprendre, comme je disais tout à l'heure, les produits ont vocation à être utilisés pour du diagnostic en routine. Donc, quand on implémente la solution dans un laboratoire, on n'a pas forcément besoin d'avoir une expertise bioinformatique localement. Le logiciel va être capable vraiment de partir des données brutes de séquençage et d'aboutir à un rapport de génotypage qui peut être donc généré par les virologues et qui peut être donné après aux cliniciens. Donc cette technologie est une technologie web, donc ce qui veut dire que pour les utilisateurs finaux, un navigateur web va être bien suffisant pour réaliser toutes les analyses, pas besoin d'installer des logiciels spécifiques sur vos PC. Le serveur qui va héberger les données, donc peut être mis à disposition selon différents moyens. Je dirais que dans la plupart des cas, on peut faire des accès cloud. Et dans ce cas-là, on a aussi la possibilité de fournir des accès HDS, hébergement données de santé, donc avec un niveau de sécurité vraiment important. Et ça peut être important pour les labos qui ont besoin par exemple, d'accréditation. Dans certains cas, le fait de pouvoir héberger les données sur un environnement sécurisé est un point critique. Et donc, ça fait partie des services qu'on peut offrir. Certains labos préfèrent par contre que toutes les données restent dans l'intranet du labo ou de l'hôpital. On peut aussi le faire. On peut fournir des installations locales sans problème. Donc, ce que le logiciel va faire, et Mathieu vous présentera juste après, faire une petite démo pour que vous puissiez vraiment visualiser ce qui est fait. Mais comme je disais, le logiciel part des données brutes. Donc, quand c'est du NGS, on va récupérer des plateformes de séquençage, les fichiers FASTQ. Voilà. Et quand c'est du séquençage Sanger, on peut aussi directement partir des chromatogrammes. Dans notre logiciel, on a un éditeur de chromatogrammes qui est intégré, qui permet d'éditer les séquences consensus. Le logiciel va faire, dans ce qui est résumé ici, dans cette partie verte, toute la partie bioinformatique, donc l'alignement des rides,
la détermination des mutations, que ce soit aminoacides, SNPs, la validation des mutations, le sous-typage. Donc tout ça va être réalisé et toutes les données qui sont générées sont stockées en base, comme vous voyez tout en bas. Le logiciel n'est pas juste un outil de reporting, c'est aussi une base de données complète à travers de laquelle vous allez pouvoir stocker vos données, vos rapports, les organiser en fonction de vos besoins, les exploiter. Donc ça, c'est vraiment une composante importante du système. Une fois que les données génomiques ont été générées, vous avez dans la partie rouge les interprétations cliniques. Donc, il y a différents types d'interprétations. On peut avoir de la résistance aux médicaments pour le VIH, par exemple. On peut avoir le risque de développer des cancers du foie pour l'hépatite B. Ça va vraiment dépendre de chaque application. Et donc, pour réaliser ces interprétations cliniques, on a dans le logiciel différentes bases de référence, hein, des guidelines qui sont vraiment, ça c'est un point important, continuellement mis à jour. Donc, on essaye d'avoir des releases trimestrielles ou annuelles des logiciels qui viennent avec des nouvelles fonctionnalités et des versions à jour de chacun des guidelines. À titre d'exemple, hein, pour le VIH, on a une dizaine d'algos qui sont disponibles. Et donc, pour chaque analyse, vous pouvez choisir ceux que vous voulez utiliser. Donc, on a évidemment la NRS qui est intégrée, Stanford, on a aussi Genoto-Pheno, HID-Grade. L'outil est utilisé d'un point de vue international et donc ça va après dépendre de dans chaque pays, chaque utilisateur peut choisir vraiment, peut configurer le logiciel en fonction de ses besoins. Une fois que les données ont été générées, on va créer différents types de rapports, certains très simples, au format PDF, qui ont vraiment vocation à être utilisés pour de la routine, d'autres plus complets, qui peuvent être plus utilisés après à des fins de recherche, d'exploitation de données, de publication. Le dernier point de cette slide, c'est assez important aussi, comme je le disais précédemment, la plateforme complète peut être intégrée au sein du réseau local, que ce soit avec le système de laboratoire local, le SIL, le HIS, et on a même donc en France pour tous les hôpitaux qui utilisent NADIS hein, pour le traitement des données cliniques des patients VIH notamment. On peut connecter les deux types de plateformes, à savoir que les données de résistance VIH qui seraient déterminées au sein de cette plateforme DeepCheck ces données peuvent remonter dans le dossier patient dans NADIS via je dirais une intégration qui a été complètement automatisée. Voilà un petit peu pour vous donner une vue globale de ce que fait la plateforme logicielle. Et pour finir, je vais vous montrer cette fois-ci vraiment le portfolio, le menu de les différentes applications couvertes à ce stade hein, par la techno DeepCheck. Donc vous avez sur cette slide, sur la partie gauche, on a différents kits et logiciels pour le VIH, bien entendu. Des kits qui sont soit marqués CE, soit disponibles en version RUO. Comme vous voyez, les deux premiers sont marqués CE, sont disponibles en RUO et peuvent marcher à la fois sur des plateformes capillaires de type Sex Studio et BI ou des plateformes NGS. Après, on a différents types. D'autres kits, les deux suivants sont intéressants. Le RT-PR plus Inde, c'est un kit qu'on a développé très récemment et qui permet d'amplifier, donc de séquencer les trois régions en une seule PCR, une PCR unique. Donc c'est très efficace en termes de workflow, par exemple. Et le quatrième est aussi un point vraiment intéressant. On a un kit VIH pour le génome complet, donc qui permet, outre de cibler les inhibiteurs de RT protéase intégrase, d'aller chercher aussi les autres gènes, hein, comme GAG, par exemple, pour les nouveaux inhibiteurs de capsid. Donc on a déjà une solution, kit et logiciel, qui permet de générer ce type de données. Après, vous voyez, on a d'autres kits. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a des kits pour l'hépatite C, que ce soit les génotypages, la résistance, l'hépatite B, l'hépatite delta. Sur la partie droite de cette slide, vous avez donc ensuite le CMV. Donc, c'est intéressant pour les patients transplantés notamment. On a développé BKV herpès. Ensuite, vous avez des virus respiratoires, évidemment SARS-CoV-2, grippe A, grippe B, VRS en génome complet. Donc ça, c'est des plateformes ça marche en NGS. Papilloma, et après pour la bactério, on a aussi des kits et des logiciels pour faire du séquençage ARN 16S, 18S, pour faire de la taxonomie, de l'analyse microbiome, par exemple. Et enfin, en bactério,
un kit pour la résistance aux inhibiteurs pour la tuberculose. Donc c'est un kit 13-plex, un multiplex qui couvre les gènes principaux ciblés pour tuberculose. Voilà. Donc ça, c'était vraiment une overview assez générale de la techno. Non, je vais passer la main à mon collègue Mathieu, qui va vraiment cette fois-ci vous montrer, vous faire une live démo du logiciel pour que vous puissiez appréhender son fonctionnement. Bonjour à tous et puis merci Dimitri. Donc moi je vais vous présenter la plateforme MicrobioCheck qui est notre toute nouvelle plateforme logicielle qui va permettre, comme vous l'a expliqué Dimitri, d'interpréter les données de séquençage, de les stocker, de les organiser et d'obtenir des rapports. Et même pour les données VIH, de pouvoir remonter ces informations de génotypage et de résistance dans la plateforme à destination des cliniciens qui est le logiciel NADIS. Donc, comme vous le voyez ici et comme l'a dit Dimitri, cette plateforme-là est une plateforme accessible à travers le web. On fournit des hébergements de type HDS, hébergement de données de santé, hein, pour stocker toutes ces informations-là. On a aussi la possibilité, dans certains cas, d'installer cette plateforme-là en local sur le réseau de l'hôpital afin de permettre voilà, différents accès au logiciel. Comme vous le voyez ici, chaque utilisateur a un mot de passe et un login qui lui est personnel. Et au niveau du logiciel, toutes les actions sont aussi archivées afin d'avoir une traçabilité complète. Donc là, je vais me loguer sur cette plateforme MicrobioCheck. Aujourd'hui, on va s'intéresser au module VIH, mais comme vous le voyez ici, il y a tout un panel d'applications disponibles dans cette plateforme-là qui correspondent aux différents kits que Dimitri vous a présentés. Donc, je me dirige vers l'application ici pour le NGS VIH et je vais rentrer dans l'application à travers ce lien-là. Donc, toutes les données sont organisées hein, au niveau du logiciel. Vous pouvez gérer aussi les droits d'accès pour les différents utilisateurs, etc. Comme vous le voyez ici, pour la présentation, j'ai déjà préparé 3 analyses différentes. On s'attardera un petit peu sur les rapports et tout ce qu'on peut faire aussi à travers le logiciel. Mais dans un premier temps, je vais vous montrer comment on peut charger les données dans le logiciel. Donc, c'est très simple. Vous allez introduire ici le nom du run. Voilà, je mets un exemple ici. Vous allez pouvoir choisir la plateforme de séquençage. Donc, toutes les plateformes sont disponibles. Comme je vous le montrais tout à l'heure, ensuite, il y a un expert système qui travaille au niveau du logiciel en fonction de la plateforme pour nettoyer les données, pour optimiser les données, etc. Donc, c'est une plateforme aussi bioinformatique qui est adaptée à chaque plateforme de séquençage et aussi, bien évidemment, au niveau du kit d'amplification qui a été utilisé. Ici, les fichiers que moi je vais charger de mon côté correspondent aux kits ABL qui sont marqués CEIVD, qui couvrent d'un côté RT-Prot et de l'autre côté Integrase. Donc c'est ce que je sélectionne ici au niveau de Genotyping Method. Et voilà. Ensuite, mon run est configuré et je vais pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la partie où on va charger les fichiers. Donc, à nouveau, vous avez aussi la possibilité à travers cette plateforme-là de pouvoir stocker vos données de séquençage, de pouvoir les organiser. Et ici, on va partir directement des données FASTQ qui sont générées par la plateforme de séquençage. Ici, c'est des exemples d'un séquençage MySeq, donc un séquençage pair end. Donc voilà, typiquement au niveau là de l'échantillon 4, j'ai les read forward, j'ai R1 et R2, je les sélectionne et automatiquement donc le système va proposer un nom sur base du nom du fichier. Il va pairer les deux échantillons et je vais pouvoir aussi donner des informations quant à ces fichiers-là.
Donc le nom de l'échantillon évidemment peut être modifié, je peux définir quel type d'échantillon aussi, quel est le type de prélèvement. Je peux remplir des informations concernant la charge virale, les données de séquençage également. Donc toutes ces informations ne sont pas obligatoires, n'impactent pas le calcul des mutations et des prévalences, mais permettent vraiment de pouvoir saisir de manière complète les informations liées à l'échantillon. Et ensuite, on a un espace qui est assez intéressant qui permet de lier un patient à l'analyse en question. Donc, soit vous créez un patient à la volée au moment de l'analyse, soit il y a possibilité de s'interfacer avec le logiciel NADIS afin de faire remonter les données de séquençage dans le dossier patient. Je vous montrerai ça à la fin de la démo. Et donc, vous avez ici un espace pour rechercher les patients automatiquement dans la base de données NADIS, voire même les bases de données NADIS qui seront liées au serveur en question. Donc voilà. Ici, je vous montre avec un seul échantillon, mais vous avez la possibilité d'analyser tout votre run d'un seul coup, aussi en passant par cette même interface. Et là, quand mes données sont chargées, je vais démarrer l'analyse vraiment en tant que telle. Il y a tout un système au niveau du logiciel avec des profils qui vont vous permettre d'optimiser la manière dont vous analysez les fichiers. Vous allez pouvoir définir plusieurs profils. Par exemple, typiquement, on pourrait très bien avoir un profil pour les échantillons de routine avec des seuils qui seront prédéfinis, un algorithme ANRS de référence qui sera utilisé pour le reporting. Et puis, vous pourriez aussi avoir un profil de recherche qui permettrait d'aller un petit peu plus loin au niveau de l'analyse. Et de manière aussi intéressante, les profils utilisateurs peuvent être partagés au sein d'un même CHU, d'un même laboratoire. Donc moi ici, je vais utiliser le profil par défaut qui est proposé par le système, qui est aussi, encore une fois, adapté à la plateforme de séquençage et au kit. Donc ici, j'ai choisi des kits target spécifiques. Donc c'est pour ça que le système automatiquement me propose Prot, RT, Integras. Donc tout est déjà prêt à ce niveau-là. Je voudrais attirer votre attention sur la partie expert système. Donc comme je vous l'ai dit, ce logiciel a aussi une grosse plus-value au niveau de la partie bio-IT. Donc vous avez tout un expert système qui va permettre de valider les mutations qui vont être trouvées par le système. Donc vous avez différents filtres ici qui sont vérifiés, que vous pouvez activer ou désactiver. À nouveau, tout ça peut être défini dans des profils utilisateurs. Donc, à chaque fois, vous n'êtes pas obligé, évidemment, de vérifier tous ces paramètres-là. Mais, en tout cas, derrière, le système va faire toutes ces vérifications-là. Typiquement, si on prend un exemple de filtre, le premier, il va s'assurer qu'une mutation, le deuxième, pardon, va s'assurer qu'une mutation est bien trouvée, on va dire, de manière cohérente entre les read forward et les read reverse. Vous avez aussi tout ce qui est couverture des échantillons, hein, qui est couverture des régions qui peut être sélectionné ici de manière très simple. Ici, comme j'ai sélectionné l'équipe target spécifique ABL, tous ces paramètres sont déjà mis sur les bonnes valeurs en fonction des notices techniques des kits ABL, évidemment. Donc voilà pour cette partie vraiment expert système. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on pourra aborder ces points-là dans la session de questions-réponses. Ensuite, on passe, comme vous le voyez ici, à l'étape 3, qui est toute la partie reporting. Donc l'application donne accès à différents types d'algorithmes. Voilà, l'algorithme ANRS, HIVDB pour citer que les plus connus. Donc vous pouvez les sélectionner ici très facilement. Vous pouvez en mettre plusieurs, ce qui va permettre au niveau du rapport de comparer les différentes interprétations. Mais voilà, donc il y aura aussi deux types de rapports, un rapport plus complet avec vraiment toutes les sections, la qualité, tous les différents algorithmes qui auront été sélectionnés, qui est un rapport plus à destination des virologues.
mais vous aurez ainsi ensuite un rapport sur une seule page avec l'algorithme de référence que vous aurez choisi et les seuils aussi de référence que vous avez choisi, rapport qui sera plus à destination des cliniciens. Donc ici, je ne vais pas rentrer en détail hein, sur toutes les options, mais en tout cas, comme vous le voyez ici, c'est un système très complet qui permet vraiment de s'adapter à chaque configuration. Donc ici, je vais sélectionner l'algorithme NRS. Il y a des informations complémentaires qui peuvent être mises au niveau du rapport. Mais là, je vais passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'est vraiment la validation de l'analyse et le lancement de tout ce qui est interprétation. Donc, pour vous donner une idée, ici, j'ai mis des données de séquençage MySeq sur RT-Prot et Integrase. L'analyse peut durer, on va dire, entre 2 et 3 minutes. Donc, pour ne pas attendre, je vais directement passer à des résultats que j'ai générés hier hein, sur des fichiers équivalents. Donc, par exemple, je vais prendre cette analyse-là qui est aussi du séquençage MySeq. Donc, comme vous le voyez hein, sur ces écrans qu'on regarde ensemble, toutes vos données peuvent être organisées ensuite en fonction des dates, des utilisateurs qui ont créé les runs, etc. Vous pouvez facilement retrouver vos données avec les filtres qui sont à disposition en haut à droite. Vous pouvez aussi télécharger toutes les données liées à ces analyses-là. Donc, si on va sur cet échantillon en particulier, l'échantillon 5, il y a une approche qui est très intéressante, c'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir les résultats de cette analyse-là sous format dynamique. Évidemment, vous l'avez aussi au niveau PDF hein, pour partager avec les cliniciens. Mais ici, au niveau de cette nouvelle interface, vous allez avoir quelque chose de dynamique. Donc, si par exemple, on prend la partie couverture au niveau séquençage, donc là, je suis sur la région prot, et ben, je vais pouvoir en fait me balader sur les différentes positions et je vais voir combien de read forward couvre cette position en particulier, combien de read reverse couvre la position aussi en question et la totalité au niveau de la courbe bleue. Tout est dynamique, c'est-à-dire que si je veux par exemple regarder que le nombre total de read, je décoche reverse et forward et là automatiquement mon graphe se met à jour et je peux me balader sur les différentes positions. Donc ça c'est une approche assez intéressante comparée à quelque chose de statique comme un rapport. Évidemment, toutes les régions fonctionnent de la même manière ici. Et le fond aussi permet de voir la couverture. Ici, j'ai le fond bleu qui couvre toutes les positions. Ça veut dire que la couverture minimale est attendue sur toutes les positions. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses qui permettent vraiment d'analyser correctement les données très rapidement au premier coup d'œil. Ensuite, évidemment, on a une section qui est liée, qui est vraiment spécifique pour la résistance aux antirétroviraux, par classe de drogue évidemment, et par seuil. Ici, on voit par exemple de manière intéressante hein, pour la doravirine, au niveau de l'algorithme NRS, dans les seuils que j'ai définis, à 20% et 10%, j'ai une résistance intermédiaire qui est causée par la présence de ces mutations-là. On voit aussi les pourcentages. Et on voit qu'à 5%, je passe en résistant du fait de cette mutation-là, G190A, qui est présente à 5,95%. Donc c'est une visualisation assez intéressante. J'ai toutes les informations liées au sous-typage par région. J'ai toutes les mutations qui sont présentées dans un tableau. Et encore une fois, ici, c'est un tableau qui est dynamique. C'est-à-dire que je peux sélectionner ici en haut un range de pourcentage. Je ne sais pas si je veux regarder on peut regarder, essayer de retrouver la mutation de tout à l'heure. Hein. Si je mets entre 9, là je suis entre 9 et 27, mais entre 9 et 23, voilà. J'ai mes deux mutations là qui apparaissent. Je vois à quel seuil elles sont prises en compte. Il y a le Q-score aussi qui s'est affiché, etc. On peut personnaliser les colonnes. Donc vraiment ici tout est dynamique. Et pour finir,
vous avez la section téléchargement qui là va permettre de télécharger les différents rapports. Donc il y a vraiment des rapports de qualité. Il y a aussi tout ce qui est expert système, dont je vous parlais tout à l'heure. Toutes les mutations qui vont être filtrées par l'expert système sont aussi disponibles ici. Voilà. Et vous avez, de manière aussi intéressante, pour les deux rapports principaux que vous voyez ici en bas, vous avez la possibilité de prévisualiser le rapport. Donc, c'est ce que je montre actuellement à l'écran. Donc, je vais prévisualiser mon rapport pour voir si ça correspond à, à ce qui est attendu. Vous allez pouvoir ici aussi en bas à droite mettre des commentaires et marquer votre rapport en tant que validé si c'est le cas et pour créer une nouvelle version du rapport. Et ici, au niveau de l'interface, vous verrez les différentes versions du rapport. Donc, comme on voit ici, vous avez le premier rapport qui a été généré en bas ici, qui est le rapport original, et ensuite vous avez en haut le rapport qui a été validé par l'utilisateur en question. Rapport que vous pouvez télécharger en PDF. Et comme je vous disais tout à l'heure, si au moment de l'analyse en question, vous avez lié cette analyse-là à un patient NA10, eh ben, le résultat ici de génotypage remontera directement dans le dossier patient NA10. Donc ici, sur mon navigateur, j'ai ouvert un deuxième onglet avec NA10, NA10. Et je vais me connecter juste pour vous montrer rapidement. On peut retrouver ici aussi, je vais chercher un patient que j'ai déjà dans ma base ici. Voilà. Donc ici, dans NA10 Viro, vous allez avoir un nouvel onglet qui s'appelle Rapport, qui en fait correspond au rapport de nos logiciels, soit Viroscore, soit DeepCheck, soit MicroBiocheck, qui remonte automatiquement dans le dossier patient avec par région les différentes résistances. Donc, seuls les rapports qui sont validés, hein, comme je l'ai fait dans MicroBiocheck, seuls les rapports qui sont validés vont remonter au niveau de NA10. Et de cette manière-là, le clinicien, quand il recevra le patient, aura automatiquement dans la partie NA10 Viro les résistances qui seront là dans le dossier patient, ce qui permet d'éviter évidemment une double saisie, d'éviter des erreurs de saisie également, d'éviter que le génotype soit réanalysé aussi au niveau du clinicien, etc. Donc ça, c'est pour la partie interfaçage qui peut être activée à la demande au niveau de chaque site. Donc voilà rapidement pour la partie présentation du logiciel. Donc je vais rebasculer maintenant sur la partie présentation et je vais laisser la main au docteur Velas pour sa partie. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme l'a dit Dimitri, donc je vais vous présenter une comparaison de techniques donc de NGS, short reads et long reads. Donc short reads que vous allez le comprendre avec le kit 170B de chez ABL, donc pour le Whole Genome HIV et séquençage sur iSeq100 et long reads parce que c'est ce qu'on fait au laboratoire, donc avec un séquençage en pack bio. Ouais, parfait. Ça a changé la dette positive là. Donc le contexte, donc c'est que pour le séquençage VIH, donc il est réalisé en routine, donc, comme on l'a dit depuis le début, pour identifier les résistances au traitement du VIH. Donc à la fois sur plasma pour retrouver les mutations actuelles, donc après une extraction d'ARN, ou sur sang total ou Buffycote avec une extraction d'ADN pour retrouver l'historique des mutations, qui sont des mutations qui peuvent être plus anciennes. Donc, il y a différentes régions du génome qui sont intéressantes. On en a déjà un peu parlé. Dans le génome HIV, Mathieu, je pense que tu peux appuyer. Donc, la polymérase qui contient la protéase, la reverse transcriptase et l'intégrase, qui va être ciblée par donc les inhibiteurs de protéase, les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse, les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse et les inhibiteurs de l'intégrase. Ensuite, il y a l'enveloppe, donc qui est ciblée par les inhibiteurs d'entrée et de fusion et également les anticorps monoclonaux.
et la capside, donc GAG, qui est ciblée par les inhibiteurs de capside. Donc ces trois régions qui sont pour l'instant les plus intéressantes parce que c'est les régions qui sont ciblées par les traitements et donc qui sont importantes de pouvoir séquencer avec une technique qui soit assez sensible pour pouvoir identifier les résistances au traitement dans ces régions-là. Donc les objectifs de cette comparaison étaient d'abord d'évaluer le kit 170B de chez ABL, donc au niveau de notre laboratoire à nous. Donc en utilisant cette technique qui permet d'obtenir du short read et qui sera séquencé sur Illumina. Donc la technique ABL du whole genome, elle se présente sur une amplification en 5 fragments. Le premier fragment qui va amplifier la capside, le deuxième fragment qui va permettre d'amplifier donc toute la pole, donc la RT, la prot et l'intégrase. Le fragment 3 qui va amplifier les protéines accessoires, donc VIF, VPR et VPU. Le fragment 4 qui va être toute l'enveloppe et le fragment 5 qui va être donc la protéine nef. Et donc on a évalué cette technique et on l'a comparée avec nous une autre technique maison, donc PacBio, qui amplifie, Mathieu tu peux appuyer, à la fois donc la pole en un fragment, donc RT-prot intégrale, et l'enveloppe en un autre fragment. Et donc, on a pu comparer comme ça ces deux techniques avec donc, du NGS short reads et du NGS long reads. Donc, pour ça, on a utilisé donc, sur le premier test, donc c'est ce que je vais vous présenter, 14 plasmas de patients HIV positifs qu'on a reçus au CHU de Toulouse, qui ont des charges virales assez élevées. Hein, c'était le premier test qu'on a fait. Mais quand même, les 3 derniers, vous pouvez voir, ils ont des charges virales plus faibles, autour de 3 logs ou inférieures à 3 logs. Donc, pour essayer de voir un peu la sensibilité de la technique. Donc, les prélèvements, donc les plasmas ont été extraits sur MagnaPure 96. Ensuite, donc l'amplification. Vous avez à gauche en bleu clair, c'est en fait le protocole ABL et en vert plus foncé, c'est notre protocole donc PacBio maison. En fait, j'ai mis les deux en parallèle sur toutes les étapes. Donc, on voit que pour l'amplification, donc avec le kit 170B, on a l'amplification en 5 amplicons que je vous ai présenté tout à l'heure, et la nested qui n'est pas forcément obligatoire. Lorsque la RT permet de bien amplifier les fragments, la nested n'est pas obligatoire. Par contre, nous, sur le protocole maison, donc en NGS PacBio, donc on a 2 amplicons, HIV Pol et HIV Amp, et cette fois, on est obligé de faire une nested pour rajouter les barcodes qui seront nécessaires en fait à l'amplification après en PacBio. Et on le verra, cette nested peut-être que parfois elle est un peu délétère en fait parce que les barcodes sont assez lourds et on peut perdre peut-être en sensibilité dans ce protocole. Ensuite, donc dans les deux cas, on a une purification sur bille magnétique, puis on prépare la librairie. Donc pour le test ABL, on a utilisé leur kit également de préparation de librairie, donc qui est le NGS Library Preparation avec les adaptateurs. Et ensuite, bien sûr, il y a une étape de fragmentation avant de pouvoir séquencer sur Illumina. Dans notre protocole maison PacBio, donc on génère la librairie avec le Smart Bell Library et on n'a pas de fragmentation, donc ce qui nous permet d'avoir des haplotypes et une approche par haplotypage en long read. Donc le séquençage bien sûr en Illumina ou en PacBio. Et ensuite l'analyse bioinfo avec DeepCheck pour la technique ABL ou avec notre pipeline maison pour nos résultats PacBio. Dans les deux cas, on a utilisé les mêmes algorithmes d'interprétation, à savoir les algorithmes de l'ANRS et de Stanford, avec des seuils d'interprétation des mutations à 3 et 20%. Donc, d'un point de vue global, pour la prise en main, ce qu'on a retrouvé donc avec le kit 170B donc, présenté par ABL, c'est facile d'utilisation. C'est un kit qui est prêt à l'emploi, donc avec les amorces et les sondes qui sont déjà prêtes. Alors que donc nous, c'est un protocole qui est maison avec les amorces et sondes à reconstituer. Donc, ça rajoute un peu de temps forcément de manip. Ensuite, donc en comparaison, donc on a 5 fragments pour avoir le whole genome avec ABL et 2 fragments nous qui permettent d'avoir seulement Pol et Amp. En durée, on est à peu près similaire, à savoir qu'avec le kit ABL, on n'est pas forcément obligatoire de faire de nested, donc on peut gagner le temps de nested, notamment pour les charges virales qui sont élevées et qui sont bien amplifiées avec la RT-PCR. Là, dans les échantillons que je vous ai présentés, donc on avait quand même fait la nested pour tout tester. Mais en fait, pour les charges virales élevées, on a séquencé directement à partir de la première ampli.
Il y a un seul échantillon qui est l'échantillon 13 pour lequel on a séquencé à partir de la nested. Alors que donc bien sûr pour PacBio, on est obligé de faire la nested pour pouvoir ajouter les barcodes, donc ça rajoute du temps de manip et le temps d'amplification. Dans les deux cas, on est environ sur 2,5 jours de manip, tout condensé, sachant qu'il y a des étapes où on peut, par exemple, congeler les produits de première amplification ou les produits de nested, si on veut, parce que c'est plus facile d'un point de vue technique ou autre, si on veut pouvoir allonger la technique sur plusieurs jours. En durée de run, on est similaire également, donc avec 19 heures de run sur le high-sec et sur le PacBio, on a 15 heures de movie, mais 4 heures de préparation avant sur l'automate. Et après, en termes par contre de taille de séquenceur, là bien sûr ça n'a rien à voir. Le high-sec 100, il est tout petit, il tient sur une paillasse comme vous pouvez le voir. Alors que bien sûr le PacBio, il faut qu'il ait un environnement adapté avec une place pour lui. Donc tout d'abord, pour les résultats, je vous ai mis d'abord les résultats de l'amplification parce que c'est quand même l'étape primordiale après bien sûr l'extraction. L'amplification, donc on a eu un très bon résultat dès la première amplification pour quasiment tous les échantillons. Vous pouvez le voir, je vous ai mis. Donc là, il y a un exemple de gel, par exemple, où on peut vérifier la taille des amplicons qui approche de la taille attendue. Et je vous ai mis que seulement il y a seulement certains échantillons pour lesquels il y a eu des échecs d'amplification, mais qui sont sur le fragment 3 en majorité, qui sont donc les protéines accessoires. Donc, ce ne sont pas pour l'instant les protéines les plus intéressantes pour regarder les mutations de résistance au traitement VIH. Et il y a seulement pour l'échantillon 14, on n'a pas pu amplifier la capside, donc le fragment 1, mais quand on regarde en détail, l'échantillon 14, c'est celui qui a une charge virale la plus faible à 2,59 log. Sinon, on a une bonne amplification. Le run en lui-même, donc là, je vous ai montré un exemple de rapport, ce qui apparaît sur le high-sec à la fin du run, qui montre en fait que le run s'est très bien déroulé avec un Q30 qui est à 80%, on a 90%, donc avec une bonne qualité de run de manière générale, donc qui est importante à vérifier avant d'interpréter les résultats. Et vous avez ensuite sur la diapositive d'après, de la même façon, un autre rapport avec les qualités du run, donc montrant que c'est un run de bonne qualité avec donc des résultats tout à fait interprétables donc pour tous ces échantillons qui vont de 2,6 à 6 log. Donc pour les sous-types, donc je vous ai mis la comparaison de nos résultats de sous-types avec PacBio et avec ABL, donc PacBio à gauche, ABL à droite. Et donc dans les deux cas, on est très comparables, donc on retrouve les mêmes sous-types, avec la différence que en PacBio on fait une phylogénie, alors que ABL, il me semble que c'est un blast qui a été fait sur le logiciel DeepCheck. On a quelques différences, par exemple pour l'échantillon 4, on trouve par exemple au niveau de l'enveloppe un CRF63, mais qui est un proche d'un CRF02. Et effectivement, en ABL, on a bien un CRF02. Après, pour l'échantillon 12, on a un échec pour le sous-type en PacBio, mais vous allez voir que en fait, cet échantillon, on a eu du mal à l'amplifier. Et donc, en fait, on ne peut pas donc ressortir le sous-type parce qu'on n'a pas d'amplification, tout simplement. Donc après, vous allez voir, on va passer tous les résultats donc en comparaison PacBio et ABL en fonction des traitements et des résistances au traitement, toujours sur le même format, donc avec à gauche PacBio, à droite ABL, et les mutations d'intérêt qui sont représentées avec leur pourcentage. Ce qui est en noir, ce sont les différences qui sont retrouvées entre les deux techniques, donc sur les mêmes échantillons. Mais donc vous pouvez voir que je l'ai mis pour ressortir, mais en fait, si on regarde tout le reste, on est très, très, très comparable avec parfois des pourcentages, même des pourcentages minoritaires qui sont comparables. Si on prend par exemple l'échantillon 4, on voit que la 77i qui a 5,4% en PacBio, donc qui est une technique de long grids avec différentes amorces, on retrouve 6,1% en ABL, donc des pourcentages qui sont quand même très comparables, même à faible pourcentage. Après, on a d'autres différences, donc par exemple pour l'échantillon 6, d'un pourcentage de mutation, mais qui n'entraîne pas de modification en termes d'interprétation des résultats et de résistance au traitement. Donc le résultat clinicien qui est rendu, c'est exactement le même avec les deux techniques. C'est la même chose également pour l'échantillon 8 ou l'échantillon 9. Et l'échantillon 12, vous voyez, on retrouve cet échantillon qui n'a pas bien été amplifié en PacBio, donc pour lesquels on n'a pas de résultat pour la pole.
Ensuite, donc, on passe sur les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse. De la même façon, ici, on est très comparable entre les deux techniques. La seule mutation d'intérêt qui est différente, c'est au niveau de l'échantillon 5. On retrouve la 41L, mais à 1,6% en PAC bio. On la retrouve pas en ABL, mais bon, ça change absolument pas l'interprétation. Et on a toujours notre échantillon 12, donc qui est en échec d'amplification en PAC bio. De la même façon, pour les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse, donc on a les mêmes résultats, les mêmes mutations qui sont retrouvées. Alors la seule différence, c'est que parfois on n'a pas tout à fait la même interprétation, alors que ce sont les mêmes algorithmes qui ont été sélectionnés dans les deux pipelines. Par exemple, pour l'échantillon 10, où on a une mutation avec, donc, par exemple, la 108i qui peut entraîner une interprétation pour la nevirapine. Mais que lorsqu'on regarde plus spécifiquement la mutation en elle-même, elle est retrouvée à peu près au même pourcentage avec les deux techniques. Donc ça, c'est juste, voilà, juste à faire attention à l'interprétation qu'on veut rendre. Mais en soi, sinon, en termes de technique, les mutations sont retrouvées de la même façon. Pour les inhibiteurs de l'intégrase, donc là, pareil, tout à fait comparable, sauf pour l'échantillon 3, où on retrouve la mutation 138K en PAC bio, alors qu'on ne la retrouve pas avec la technique du kit 170B et séquençage sur Illumina. Cette donc, mutation qui est une mutation d'intérêt qui peut entraîner des résistances au traitement. Donc voilà, ça c'est la seule différence qu'on a entre les deux. Elle a 13% quand même, donc elle est inférieure à 20% si on avait bien fait un seuil d'interprétation à 20%. Mais par exemple, pour notre seuil d'interprétation à 3%, on a cette mutation d'intérêt qui entraîne une modification de l'interprétation. Et donc ensuite, on part sur l'enveloppe. Donc là, la comparaison entre PAC bio ABL pour les inhibiteurs d'entrée et de fusion. Donc on retrouve par exemple pour l'échantillon 1 la mutation qui entraîne une résistance à l'amphibirtide dans les deux cas, avec un pourcentage qui est plus important en PAC bio qu'en ABL, mais qui est dans les deux cas supérieur à 20%. Et ensuite, on a un peu plus d'échecs pour l'enveloppe, que ce soit en PAC bio ou en ABL. Donc, par exemple, l'échantillon 2, qui est pas bien couvert avec la technique 170D du kit ABL. Donc, on a moins de 100 reads, donc qui ne nous permettent pas d'interpréter la résistance, notamment 375M qui est retrouvée en PAC bio. Et ensuite, pour les échantillons avec des charges virales faibles, entre 2,6 et 3,6 log, on voit que en PAC bio, on n'arrive pas du tout à amplifier l'enveloppe et au niveau du kit ABL, on a une région qui n'est pas bien couverte, notamment la GP120, donc qui ne permet pas de conclure sur les mutations de résistance pour le fostemsavir, par exemple. Donc en conclusion, comme vous l'aurez vu pour le kit donc 170B du Whole Genome, nous sur le test qu'on a fait au CHU de Toulouse, on trouve que la prise en main, elle est très facile, avec des résultats de très bonne qualité dès le début, avec des charges virales qui sont quand même assez variées, même si on a essentiellement des charges virales hautes qui ont été testées pour ce premier test. Ce qui permet également de séquencer GAG, donc et d'avoir une interprétation pour les inhibiteurs de capsides, ce qu'on n'a pas encore au laboratoire, parce qu'on a juste Paul et Ambre. Et donc, il permet également de répondre tout à fait aux attentes des cliniciens, à savoir est-ce qu'on a des mutations majoritaires et quel traitement on pourra donner ou non en fonction de ces mutations. En PAC bio, donc nous, on trouve donc une très bonne concordance avec le kit 170B en comparaison. Avec des mutations qui parfois ont des pourcentages très similaires. Quelques différences effectivement, mais après c'est deux techniques qui sont totalement différentes, donc c'est normal qu'on ait un peu de différence. L'avantage qu'on a en PAC bio et qu'on ne retrouve pas bien sûr avec le kit 170B, c'est l'approche par haplotypage, et notamment cette approche par haplotypage qui nous permettrait de savoir, par exemple en long grid avec PAC bio, si des mutations d'intérêt sont retrouvées sur le même haplotype ou pas, si elles sont retrouvées sur des haplotypes différents. Ce qui pourrait peut-être entraîner des résistances encore plus importantes à certains traitements, si elles sont sur le même haplotype. Et donc, pour continuer ces tests, nous sommes en train de tester des plasmas avec des charges virales plus faibles pour pousser un peu la sensibilité des deux techniques, donc avec des charges virales entre 2,5 et 3 log, qui va permettre d'évaluer la sensibilité des deux techniques, donc short read et long read, et de comparer effectivement les résultats de ces deux techniques et voir jusqu'à combien on peut avoir des résultats qui sont de bonne qualité qu'on pourrait rendre aux cliniciens.
Et également, on est en train de faire des tests sur des Buffycotes, donc pour le séquençage de l'ADN VIH, avec ce kit donc 170B en comparaison avec également notre protocole PacBio pour avoir donc l'historique des mutations de résistance et donc les mutations sur l'ADN VIH. Voilà pour nos résultats au CHU de Toulouse et notre test. Et ensuite, je pense qu'il y a Julia qui va présenter les résultats au CHU de Caen, qui eux l'utilisent vraiment en routine. Merci, docteur Velas. Docteur Dina, je vous laisse la main pour votre partie, s'il vous plaît. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Donc effectivement, comme vous l'avez annoncé, moi je vais vous partager l'expérience qu'on a eue à la mise en place donc de cette technique de séquençage nouvelle génération pour le génotypage de résistance VIH1 dans cet environnement de routine. Alors, comment ça s'est passé ce passage de Sanger à NGS dans notre laboratoire? Donc, en 2019, nous, on fonctionnait pour cette activité de routine, donc en technique de séquençage Sanger, avec un kit Abbott Virosec, donc pour la RT, la protéase et l'intégrase, et avec une technique ANRS pour la boucle V3. Donc pour ces techniques-là, notre organisation, donc elle était faite de la manière suivante. Donc on faisait des séries de maximum 10 patients et c'était étalé sur à peu près 2 semaines. Pourquoi? Parce que voilà, il y avait toute la partie technique qui prenait un petit peu de temps et puis surtout la double lecture des séquences avec la vérification par le biologiste qui était effectivement assez longue. L'interprétation, on la faisait avec le logiciel Greg jusqu'en 2016 et à partir de 2016, on est passé en SmartGene. En mars 2020, pas la peine de se rappeler ces moments, on a externalisé le génotypage de résistance HIV au CHU de Rennes, qui ont pu prendre en charge notre activité. Et en attendant de trouver une autre solution et que les choses se calment, on a eu donc la mauvaise nouvelle en septembre 2020 de l'arrêt de la commercialisation du kit Abbott. Donc, on était à la recherche d'une nouvelle solution qui répondrait aux critères assez modernes de fonctionnement dans l'hôpital, c'est-à-dire faire une technique efficace avec peu de personnel, avec un budget restreint et donc augmenter aussi la fréquence des analyses à la demande des cliniciens, puisque un rendu à 3, 4, parfois même plus 2 semaines, c'était difficile d'accepter. La diapo suivante. Alors, donc l'activité, quelle était notre activité à cette époque? Donc, juste pour se positionner un petit peu notre CHU, donc on a une file active d'environ 1000 patients, dont 800 provient du CHU et 200 des hôpitaux périphériques de la région. On réalisait environ 120 génotypages par an, avec une augmentation légère ces dernières années. Et donc, comme vous voyez, on avait un certain nombre de génotypages qui étaient externalisés en général pour échec d'amplification. Donc, on avait, on envoyait ailleurs, là où les techniques étaient différentes pour que l'on puisse compléter les dossiers. Alors, on voit que c'est juste un tout petit peu, j'avais pas fini. Voilà, en 2020, en fait, quand on a arrêté la technique, la plupart de notre activité était externalisée. Aussi, en début d'année 2021, quand nous on n'avait plus du tout de technique disponible.
la diapo suivante. Donc, l'histoire de coût, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, on cherchait une solution qui soit pas, en tout cas pas plus chère que ce qu'on faisait avant, puisque c'est en général difficile, acceptable par l'administration. Et donc, par rapport à l'activité qu'on avait, donc il a fallu qu'on fasse une espèce de projet à montrer ce qu'il y avait comme dépenses et pourquoi. Et donc vous avez ici les coûts totaux avec les coûts des kits que nous utilisions donc tous les ans. Le traitement de données, donc à cette époque-là, on était déjà en SmartGene, et donc vous savez tous que le SmartGene, c'est quand même un logiciel qui coûte assez cher. Vous avez toute l'activité d'externalisation, donc tout ce qu'on pouvait pas faire, ce qui fonctionnait pas chez nous, et puis donc le total par an jusqu'en 2021. Et donc à ce moment-là, on rencontre ABL qui nous fait voilà une proposition avec un équipement de mise à disposition. Alors je ne sais pas si c'est un écho ou il y a quelqu'un qui parle, mais j'entends des voix. C'est peut-être que dans ma tête. Oui, non, c'est bon. On vous entend très bien, docteur. Ok, super, merci, excusez-moi. Alors, donc, l'équipement mis à disposition avec un séquenceur, donc i600 Illumina, que Camille vous a montré tout à l'heure, avec les kits donc de génotypage ABL et aussi le logiciel d'analyse DeepCheck qui est quand même indispensable. Et donc, pour tout ça, donc un coût global annuel qui a été donc évalué, estimé donc à environ jusqu'à 30 000 euros par an pour les 130 génotypages que nous réalisons. Et donc cela permettait l'internalisation, donc le retour en fait de toute l'activité chez nous. Alors, pour ce faire, donc on a commencé de toute façon à cette époque-là, toute notre activité était externalisée. Donc on a commencé par apprendre prise en main de cette technique-là. Je rappelle juste que en effet nos techniciens avaient déjà commencé à réaliser des techniques de génotypage nouvelle génération pour le séquençage SARS-CoV. Donc il y avait quand même un petit avantage, et donc on a commencé la comparaison avec les résultats qu'on rendait obtenus via la technique Sanger. Et donc on a inclus un certain nombre, c'était plutôt un prospectif, un certain nombre d'échantillons HIV de sous-types différents avec des charges virales telles que nous avons en routine, plus faibles, plus élevées. Je vous ai mis ici le détail de la manière dont nous on prépare les échantillons pour l'analyse. C'est quelque chose qu'on faisait déjà en routine. Donc pour les charges virales supérieures à 1000 copies, donc on utilise 1 millilitre d'échantillon, et pour les charges virales plus faibles, on prend 2 fois 1 ml et puis on concentre ensuite avec des filtres de concentration d'extrait. Et donc 94 échantillons ont été utilisés pour cette comparaison, dont 78 plasmas. Donc vous avez ici donc un panel de charge virale assez large et 16 sans totaux. L'interprétation et l'analyse via la solution ABL a été réalisée de façon correcte pour 68 plasmas et 55 par la technique de routine qui ne permettait de comparer. Pour les 100 totaux, donc on a obtenu des résultats par NGS donc pour 12 échantillons et pour 10 avec la solution Sanger et SmartGene.
Diapo suivante. Donc il y avait à l'époque aussi la sortie du premier kit HIV génome complet Deep Check, et donc on a profité, voilà, on a souhaité aussi faire cette analyse-là pour voir comment ça fonctionnait. Camille a déjà montré, donc c'est à partir des amplicons, donc des amplicons 5 fragments. Du virus, et donc on a pu analyser 10 échantillons. Il y en a eu un qui était en failed, mais avec une charge virale très très faible, et donc je vous ai mis ici le détail de voilà de la réussite en fait de ces amplifications. Et on a eu pour 3 échantillons donc les 5 fragments qui avaient été amplifiés. Donc ils étaient de sous-types différents, B, C et CRF02. Pour 2 échantillons, donc seulement 3 fragments. Et puis pour 4 échantillons, 4 sur 5 fragments ont pu être analysés, et c'était des sous-types non B. La diapo suivante. Donc, au total, pour l'organisation donc technique en routine, alors pour le kit target spécifique, il y a donc 2 RT-PCR qui sont nécessaires pour l'amplifier, donc la RT-prot et puis l'intégrase et la boucle V3. Donc, on utilise 2 thermocycleurs, et ensuite il y a les PCR, les nested PCR, pour lesquels donc en tout cas pour cette solution-là, les programmes sont différents, donc il y a la nécessité d'utiliser 4 thermocycleurs. Pour le kit que nous avions testé, donc génome complet, donc il y a les 5 fragments qui sont amplifiés en RT-PCR avec le même programme, donc un seul thermocycleur, et puis les 5 PCR nichés avec le même programme, un thermocycleur. Donc il y a l'avantage, voilà, que le nombre de thermocycleurs nécessaires est plus réduit, donc ça permet éventuellement une meilleure organisation. Alors, donc au total, une première conclusion après cette analyse de mise en routine, c'est que auparavant, donc de l'extraction d'acide nucléique jusqu'au rendu de résultat, donc pour un maximum de 10 échantillons, le temps de séquençage était chez nous d'environ 12 jours, avec l'intervention de 2 techniciennes pour la relecture des chromatogrammes. C'est ce que je viens de vous expliquer. Et pour le séquençage donc NGS, qui nous permet de réaliser l'analyse en 4 jours avec un seul technicien pour la réalisation technique, et puis un biologiste pour l'analyse et l'interprétation des résultats. Et cela donc comprend donc le premier jour la recherche des échantillons et donc réalisation des extractions. Ça prend du temps à retrouver ce qui a été rajouté, à préparer les aliquots et tout ça. Ensuite, donc il y a l'amplification à RT-PCR et nested que nous faisons pour l'instant donc de façon donc peu importe si on a un résultat à la RT, les techniciennes lancent tout en même temps, et puis après on a les gels pour que l'on puisse savoir ce qui s'est passé. La préparation des librairies et le lancement du séquençage, et puis après la récupération de fascules, l'interprétation des résultats et le rendu donc aux cliniciens. La concordance donc du sous-type et la cohérence entre les mutations des résistances à partir des séquences obtenues par les 2 méthodes a été analysée, et donc les résultats étaient tout à fait corrects pour que l'on puisse donc le mettre en routine, et cela s'est passé donc début 2022. Alors, j'ai rajouté quelques diapos puisque par la suite, donc il y a eu un nouveau kit donc génome complet que nous avons testé, et puis cette fois-ci, ce que nous avons fait est que on a inclus donc de façon rétrospective des échantillons donc en cinétique, donc plusieurs échantillons par patient pour voir voilà quelles étaient les performances pour ce suivi donc longitudinal des échantillons positifs pour ces patients. Alors
là, vous avez donc le flux de cette technique avec les mêmes conditions pour l'extraction, l'obtention des amplicons, la préparation de librairie, le séquençage toujours sur le ISEC 100, et puis l'obtention des FASTQ et l'analyse avec donc la solution DeepCheck que nous avons pour l'instant gardé en DeepCheck et non pas MicroBiocheck. C'est quelque chose que l'on va bientôt changer. Donc là, quelques résultats concernant ces patients-là. Globalement, les mutations que nous avions détectées au fur et à mesure du temps étaient en concordance avec les résultats antérieurs et puis donc dans la même technique, mais aussi avec les résultats que nous avions répondus auparavant. Il faut savoir que nous n'avons pas pu analyser les mêmes échantillons par les mêmes méthodes parce que donc il y avait plus d'échantillons disponibles. C'est pas toujours évident à interpréter, mais ce que je voulais vous montrer avec ces résultats, c'est que globalement les résultats étaient satisfaisants, les mutations étaient et l'impact des mutations dans l'interprétation des résultats était tout à fait raisonnable. Voilà. Il y avait quelques petites discordances. Si vous pouvez avancer, voilà. C'est, je pense, pour le dernier patient. C'est celui-là, oui, effectivement, où le patient numéro 4, où vous voyez dans l'interprétation en fait que ce soit du sous-type ou alors les quelques mutations de résistance, voilà, il y a quelques discordances, mais la couverture n'était pas toujours très bonne, donc ces résultats ne seraient ne seraient pas rendus en routine du fait que voilà, les performances de la technique n'étaient pas validantes. Là, donc là c'est pareil, c'est dans ce suivi-là avec des mutations de résistance qui étaient tout à fait conformes aux antériorités, mais avec des couvertures qui sont bien meilleures que celles que nous avions obtenues pour le patient numéro 4 par exemple. Voilà, donc dans ce travail, 17 échantillons avaient été inclus pour 6 patients avec donc des charges virales de très faibles jusqu'à très très élevées. Un échantillon n'a pas pu être amplifié avec une charge virale donc de 277 copies par millilitre et tous les sous-types par contre qui étaient identifiés étaient comparables. Et vous avez donc là le détail des différents sous-types qui ont pu être analysés lors de ce travail. On a pu donc détecter des mutations minoritaires pour des fragments que l'on n'aurait pas pu avoir avec la technique target spécifique, ce qui est effectivement une amélioration pour le rendu de ces résultats. La suivante. Donc en conclusion, le séquençage au débit a complètement remplacé chez nous la technique Sanger dans la surveillance donc de la résistance du VIH1 en soins cliniques. Donc l'analyse complète du génome peut éventuellement renseigner sur les nouvelles cibles thérapeutiques du VIH. Après les détections des mutations compensatoires, ça dépasse donc en tout cas pour l'instant les limites de l'intérêt en routine. Et puis ce qu'on aimerait faire aussi, donc tester et puis pourquoi pas mettre en routine le kit RT-Prot intégrase avec un fragment amplifié, ce qui faciliterait un petit peu l'organisation et puis l'utilisation aussi des thermocycleurs.
Donc voilà, merci beaucoup à vous, merci de votre attention. Et puis voilà, ma collègue Justine Adnet avec laquelle je valide l'activité donc de génotypage de résistance HIV, les techniciennes qui font les techniques, hein, et puis Chloé Morisseau, docteur junior, qui a réalisé donc toutes les manips d'analyse pour le kit génome complet. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces différentes interventions. Dimitri, je te laisse la main peut-être pour passer en revue quelques questions, si tu souhaites. Alors, si vous avez des questions, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez utiliser la fenêtre de chat de Teams et on sera heureux d'y répondre. Il y a pas de questions en audio? Non, c'est que... Alors, une question. Une question peut-être pour Sofiane, peut-être, qui est notre directeur R&D. Est-ce qu'il est possible d'utiliser le kit sur un NextSeq? Allô? Oui, bonjour à tous. Donc oui, il est possible. Donc le kit de préparation librairie aussi est compatible sur NextSeq. On peut fournir aussi les adaptateurs, que ce soit 24, 48, 96 jusqu'à 384. Sofiane. Alors toujours peut-être pour toi, Sofiane, est-ce que tu peux expliquer un petit peu la notion de pooling que j'avais présentée au début des slides? Ok, donc au niveau du pooling, on peut, comme tu l'as montré au niveau du portfolio, on a plusieurs kits d'amplification. Donc c'est vraiment le kit d'amplification qui sera différent en fonction des virus, des bactéries amplifiées. Ensuite, après, on aura le kit de préparation de librairie qui sera le même pour toutes les applications. Donc ça veut dire que pour la préparation de librairie, on va fragmenter nos amplicants à 300 paires de bases, environ 300 paires de bases. Et le protocole donc sera le même pour tout ce qui est virus et bactéries, et on pourra pooler en fonction de la flow cell utilisée sur Illumina plusieurs applications. Donc après, je ne sais pas si tu veux repartager ta slide. Oui, non, après on partagera de toute façon le visuel du webinaire à tout le monde. Donc il y a une autre question intéressante. Donc, quelle est la différence entre le kit Whole Genome et le kit 170 présenté par Camille? En fait, c'est le même. Le 170, c'est notre référence interne pour le kit Whole Genome. On a deux versions, une version A et la dernière version B, qui correspond à une évolution en fait du kit en termes de performance, mais le même design. Voilà, c'est exactement la même chose. Petite question pour toi, Sofiane. Est-ce que le kit a été validé sur Gridion? Alors, non, pour l'instant, nous faisons sur Nanopore, avec donc Camille aussi. On va comparer donc ICX100, PacBio et sur le mini Ion pour l'instant. Mais bon, le mini Ion et Grillon, c'est la même technologie. Parfait. Une question donc pour l'instant, vous, Dr. Dina. les résultats Pardon, sont prometteurs. Ouais, désolé. Pour l'instant, les résultats non. sont prometteurs. On est dans la partie bioinformatique. Donc, question pour le docteur Dina. Oui. Quelle est la fréquence de résultats analysables interprétables si charge virale entre 50 et 1000 copies est supérieure à 100 copies? J'étais en train de répondre. Oui, merci beaucoup, Jacques, pour ta question. On a très peu d'échecs, essentiellement quand on est en ADN. Donc, c'est quelque chose qu'on avait discuté avec Camille, avec plusieurs collègues. Il y a, quand les charges virales donc sont supérieures à 100,
voilà, on a de temps en temps des échecs, mais c'est vraiment surprenant. Les techniciennes savent que bah voilà, ça va marcher. Après, je l'ai mis au départ, donc je ne pense pas que c'est une question de technique de séquençage. Je pense que c'est vraiment la préparation donc des échantillons, l'extraction. Et donc, t'as vu, j'avais mis en fait, on part enfin voilà, de 2 ml. Quand on est en dessous de 1000 copies, on est quasiment à 2 ml donc d'échantillons. Et puis après, on concentre en plus l'extrait. Donc voilà, enfin c'est vraiment très faible comme pourcentage d'échecs. Je saurais pas te le dire, mais sur une série, voilà, il y en a très peu qui marchent pas à cause de ça. Parfois, on peut avoir, hein, c'est arrivé qu'on a un échec, d'avoir un échec à 7000. Ça, il y a certainement d'autres explications. Mais là, pour les charges virales, je pense pas. Et on a des meilleurs résultats pour des charges virales faibles sur ADN. Voilà. Donc ça, sur ADN, on a encore moins d'échecs. Je sais pas si j'ai répondu, mais je peux peut-être oui donner plus d'explications à Toulouse en privé. Donc, on avait une question qui rejoignait un petit peu ce qu'on a dit sur le pooling. Peut-on séquencer dans un même tube plusieurs virus? Donc oui, on peut pooler différents. J'ai répondu. En fait, nous, on a déjà testé rougeole VIH. Voilà, ça marche. C'est bon. Et sinon, j'ai vu une autre question concernant la flocelle. Donc, Oui. c'est pas rentable. Bah, si, puisqu'en fait, on est vraiment, enfin, je pense dans l'idéal, puisque on est pas 10 par semaine, on est à environ 14 toutes les 2 semaines. Donc, on ne fait pas des séries toutes les semaines. Donc, l'organisation, enfin, le nombre de techniciens disponibles ne nous le permet pas. Donc, on fait une technique toutes les 2 semaines. Et donc, on est, voilà, un petit peu plus de 10. Mais le coût total des analyses, vous avez vu au départ, il est bien en dessous de ce que l'on faisait avant. Donc, ça rentre dans les coûts. Je sais pas. Oui, peut-être pour compléter, docteur Ouais. Dina, pour juste préciser, vous l'avez dit, mais je me permets de le redire à nouveau. Donc, vous utilisez l'I600 Oui. et au niveau de l'I600, il n'y a qu'une seule flocelle qui est disponible. Voilà. Sur ce genre de flocelle, sur des kits target spécifiques, on peut monter, Sofiane me corrigera, mais on peut monter à 24, 48 échantillons sur une flocelle I600. Bah, je crois que c'est Ensuite, 24, non? Il y a que 24 maximum, non? Non, non. Non, il y en a On peut, 48 aussi. oui, on peut augmenter. Pour target spécifique, on peut augmenter le nombre d'échantillons. voilà. Après, pour rajouter aussi, au niveau du i600, on a aussi les cartouches MySeq, les micros et les nanos qui sont moins chers aussi. Oui, c'était la deuxième partie. Si on utilise un MySeq et qu'on veut vraiment passer des petites séries, il y a la cartouche, la petite cartouche qui est voilà un peu moins chère peut-être que la cartouche i600. Mais c'est vrai que on n'en a pas parlé, mais peut-être au niveau de la manipulation, le MySeq est un peu plus complexe aussi que le i600. Il y a cette partie-là à prendre en compte. Et le dernier point, c'est vraiment le pooling. On reparle du pooling, mais pour rentabiliser la partie coût réactif de séquençage, le fait de pouvoir, dans un même run de séquençage, mettre quelques échantillons HIV avec d'autres, hépatite B, hépatite C, SARS-CoV-2, grippe, peu importe, du fait, on va optimiser le coût de la composante réactive de séquençage par échantillon. Il y avait une question pour Camille par rapport à la mutation 138K sur l'intégrase. Est-ce qu'elle colle avec l'histoire thérapeutique du patient? Oui, j'ai vu. Effectivement, oui, elle colle avec l'histoire thérapeutique et en fait, c'était un résultat, les résultats PAC-Bio là que je vous ai présentés, c'est les résultats qu'on a rendus en routine, donc qui ont vraiment été validés avec tout a bien été vérifié avec tous nos filtres, etc. de qualité. Donc oui, c'est la mutation qui colle avec l'historique et qu'on a rendu. Tout à fait. Donc pareil Okay. pour le reste de la question, pour les haplotypes qui ont été analysés, ouais, tout a été vérifié. Il n'y a pas de problème.
Et une question plus IT pour toi, Laurent et Mathieu. Peut-être, Oui. dans la fenêtre dynamique de visualisation des résultats NGS, est-il possible pour une mutation de données de visualiser les alignements? Non, pas à ce stade-là. Ouais, Pas donc à ce ça, stade. Mm. c'est Non, mais quelque chose qu'on a, le fait d'intégrer, ça c'est, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. On essaye de faire des releases trimestrielles de nos logiciels qui viennent avec des nouvelles fonctionnalités. Et donc, on intègre au fur et à mesure des nouvelles demandes de nos clients. Et je sais que donc ça, le fait de pouvoir visualiser l'alignement des reads NGS est une demande sur laquelle on travaille, mais c'est vrai que pour le moment, c'est pas encore disponible dans la version actuelle. Question pour Sofiane. Quelle est la profondeur moyenne que vous souhaitez pour valider les mutations? Alors sur le i600, on est sur donc plus de 100 reads, une couverture de plus de 100 reads. Oui, mais on obtient plus de 5000 à chaque Oui, fois. oui, Donc, oui. voilà. Oui, oui, oui. C'est Mais vrai que moi, je suis pas très à l'aise. C'est vrai que ça, c'est ce qui est recommandé. Mais voilà, en général, si j'ai 700 000, voilà, je vois bien qu'on est à l'aise. Mais c'est pas la moyenne. Globalement, on a plus de 5000, 10 000, 15 000, 20 000. Donc voilà, c'est à peu près ça la couverture. oui, le critère de qualité par Ouais. défaut du Mm. logiciel est mis Ah, à 100 reads, ouais. mais on peut travailler sur cette couverture Oui, aussi, on peut le changer. le seuil est configurable et ça dépend aussi après jusqu'à quel Ouais. niveau de fréquence, niveau de sensibilité on veut aller. On a Mm. certains laboratoires qui utilisent la techno NGS pas nécessairement pour aller chercher des variants minoritaires. Certains Mm. veulent juste atteindre un niveau Sanger-like, on va dire. Donc ils Ouais. mettent la barre Ouais. à 15-20%. Ouais. Et donc dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'avoir une couverture gigantesque au niveau de chaque position et tout ça est configurable dans le logiciel. Ouais. Peut-être une question pour toi, Sofiane. Par rapport au kit Whole Genome, est-ce que les 5 fragments se chevauchent? Et si oui, sur quelle longueur? Oui, oui, ils se chevauchent et on est à peu près sur une cinquantaine de paires de bases. Et les fragments font à peu près 3000 paires de bases. Je regarde, Parfait. mais je crois que pour Je crois l'instant, qu'on a couvert toutes les oui, on questions. a couvert toutes les questions. Parfait. Bon, en tout cas, n'hésitez pas. De toute façon, on partagera le lien de l'enregistrement du webinaire à tous les participants. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. Et merci encore à vous, docteur Julia, docteur Velas, votre intervention. Et à vous, Sofiane. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.